vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble et en direct sur RTL jusqu'à 16h pour une émission qui, une fois de plus, j'en suis sûre, va vous passionner. 3210, c'est le numéro qui nous relie, mais vous pouvez aussi vous rendre sur notre page Facebook ou sur notre blog sur rtl.fr. rtl.fr, sur lequel vous pouvez également vous rendre et nous voir, car notre studio est équipé de caméras si vous voulez voir nos mines bronzées et reposer. Bon, ça c'était juste pour la blague du mardi. En tout cas, soyez les bienvenus, merci d'être avec nous. Allez, 80 000 personnes sont atteintes de la sclérose en plaques en France. 4 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Là, tout le monde est en train de se dire, mais quand va-t-elle chasser ce chat qu'elle a dans la gorge ? Et je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. On parle donc de la sclérose en plaques. Cette maladie est la première cause de handicap chez le jeune adulte après les accidents de la route. Alors, quels sont les symptômes de la sclérose en plaques ? Comment vit-on au quotidien avec la maladie ? Quels sont les traitements proposés ? Et où en est la recherche ? Nous recevons aujourd'hui plusieurs invités qui sont dans ce studio. Tout d'abord, le professeur Thibaut Moreau. Bonjour Thibaut. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes neurologue au CHU de Dijon. Vous êtes président du comité médico-scientifique de la Fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques, plus communément appelé l'ARCEP. Merci d'être avec nous. Merci. À vos côtés, vous le connaissez forcément, bien évidemment, Bernard Gentric. Soyez le bienvenu, Bernard, merci d'être là. Vous êtes président, Bernard, de la fondation dont nous venons de parler. Vice-président. Vice-président, pardonnez-moi. Il y a le vice, évidemment. Et puis, les skippers. Vous en avez entendu parler sur cette antenne parce que régulièrement, je vous ai donné des nouvelles de Victorien Hérussard et de Thibaut Vauchel-Camus lorsqu'ils ont pris le départ de la Transat Jacques Vabre pour justement soutenir la recherche pour la sclérose en plaques. Ils naviguent donc sous les couleurs de Solidaires en peloton et j'ai eu la chance avec Claude Lelouch d'être la marraine un jour. Victorien Hérussard, vous m'avez proposé d'être la marraine de Joli Bateau qui vous a emmené jusqu'au Brésil. Merci. Victorien, en effet, oui. C'est bien de vous voir comme ça tous les deux dans ce studio après avoir affronté les mers. De retour, en effet, oui. De retour. Ça va Thibaut ? Très bien, c'est plus stable et moins humide que le bateau, donc ça va. Vous vous sentez à l'aise dans un studio, tout va bien ? Ça change pas mal, oui. Mais on est bien accueillis, ça va. Bon, soyez les bienvenus en tout cas. Merci. Parce que vous avez tous nous apporté un regard et une expérience différente justement de la sclérose en plaques. On va commencer avec vous, Bernard Gentric. Vous êtes ancien marathonien et vous êtes vous-même atteint de sclérose en plaques. Vous avez fondé le label Solidaires en peloton dont l'un des objectifs est d'informer et de sensibiliser le public. Est-ce que ça veut dire, Bernard Gentric, que cette maladie reste encore méconnue ? Oui, cette maladie reste encore méconnue. Il y a eu plusieurs sondages qui ont été faits pour mesurer un peu la connaissance que le public avait de la maladie. Et on a toutes sortes de réponses, mais qui sont assez souvent éloignées d'une maladie neurologique. Et voilà. Donc c'est important d'informer, sensibiliser le public, d'autant plus que plus la prise en charge est précoce pour les patients, et notamment pour les jeunes patients, plus les effets des médicaments qui leur sont administrés sont positifs. Donc on a tout intérêt à ce que la maladie soit connue. Est-ce qu'on guérit de la sclérose en plaques, Bernard ? Non, la maladie, mais le professeur Thibaut Moreau vous en parlera mieux que moi tout à l'heure, la sclérose en plaques est encore une maladie réputée incurable, même si la recherche a beaucoup avancé. C'est sans doute un des domaines dans lesquels la recherche est le plus avancée, mais c'est encore aujourd'hui une maladie réputée incurable. Alors, professeur Thibaut, je vais vous appeler Thibaut 1, professeur Thibaut. Qu'est-ce que la sclérose en plaques ? Expliquez-nous vraiment de quoi il s'agit et quels sont les symptômes en fait de cette maladie. Alors la sclérose en plaques, c'est une maladie du système nerveux central. Donc le système nerveux central, c'est le cerveau et c'est la moelle. Le cerveau, c'est une espèce de centrale électrique où tout se dirige, c'est-à-dire la motricité, la force, la sensibilité de percevoir le chaud-froid, la vision, les troubles urinaires. Et puis donc la moelle, c'est un câble en fait qui véhicule cette information. Et donc il y a une attaque inflammatoire du système nerveux central, c'est-à-dire que le système immunitaire qui normalement lutte contre les bactéries ou les virus s'emballe et se met à attaquer les propres éléments du système nerveux central de l'individu, à savoir la gaine autour des nerfs qu'on appelle la myéline. Donc, quand il y a une attaque inflammatoire donc de système nerveux central, les gens vont avoir une gêne, soit motrice avec une baisse de la force, soit une gêne sensitive comme des fourmillements, des picotements, des brûlures, voire des troubles urinaires ou des troubles visuels qui sont les débuts donc de la maladie. Donc, habituellement, c'est environ un quart de chacun de ces symptômes qui sont retrouvés comme première manifestation de la maladie. C'est une maladie qui évolue rapidement ? Alors, c'est une maladie qui évolue très variablement d'un individu à l'autre, en sachant que néanmoins, quand on regarde sur des grandes séries de la littérature, de grandes suivis sur une longue durée, on s'aperçoit que vous avez à peu près environ 50% des gens qui, après 15 ans d'évolution, ont une gêne à la marche.
D'accord. Gêne à la marche qui peut se terminer aussi par une forme de véritable handicap et voilà, malheureusement, il y a des formes plus graves. Il y a des gens qui donc sont obligés d'utiliser une canne et puis donc des fauteuils roulants possibles, malheureusement, pour donc des patients après 30 ans d'évolution. Mais ça se traite. En tout cas, on peut soulager. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à guérir la maladie, mais indéniablement, on atténue les conséquences de la maladie. D'où l'intérêt d'un diagnostic précoce, en tout cas le plus tôt possible. On y reviendra évidemment avec vous. Victorien et Thibault, pourquoi est-ce que vous êtes associé à Solidaires en Peloton au profit justement de la recherche sur la sclérose en plaques, Victorien ? Eh bien, en fait, j'ai eu la chance de pratiquer la course à l'arche pendant des années. Je me suis retrouvé sans partenaire et j'ai un de mes amis qui a une famille, qui a une fondation familiale. Et ils ont une sœur qui a atteint de sclérose en plaques et comment il souhaitait m'aider dans mes projets sportifs. Et il m'a dit que ce serait sympa, que le projet ait un sens. Donc, j'ai retrouvé Thibault sur le lac Léman un été. On a réfléchi un petit peu à un projet qu'on pouvait mettre en place et puis on a rencontré la Fondation Arcep qui a été intéressée qu'on puisse mettre en évidence un bateau couleur de la Fondation Arcep et de Solidaires en Peloton. Vous avez découvert en fait la maladie, Thibault, à cette occasion ? Oui. Alors, de façon générale, et aussi, on s'est rendu compte par ce projet-là que notre environnement était concerné par la sclérose en plaques. Et c'était une maladie qui était complètement dissimulée autour de nous, alors qu'elle existait. Et donc, ça a été un moyen de se rendre compte un petit peu de son existence réelle et de l'impact qu'elle avait autour de nous. On vous a suivi au moment de la Transat Jacques Vabre. Vous avez vécu des moments plus ou moins évidents. Vous avez rencontré pas mal de difficultés. On reviendra en détail avec vous, de toute façon, lors de cette émission, sur les différentes avaries qui ont été les vôtres et qui ont touché nos auditeurs, puisqu'on leur donnait des nouvelles régulièrement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour vous, cette dernière Transat Jacques Vabre, c'est quelque part aussi le chemin de la sclérose en plaques, m'avez-vous dit, Victorien ? Oui, tout à fait, car cette transat a été un petit peu compliquée. Donc, évidemment, on a des très bons moments, le beau temps, tout va bien, le bateau glisse. Mais souvent, on a des gros nuages noirs, on a des grosses avaries, et puis il faut se battre avec toutes ces avaries, essayer de continuer la course malgré notre handicap. Vous vouliez réagir, Bernard ? Oui, c'est ce qui nous a séduit quand Victorien et Thibault nous ont proposé ce projet. C'était la synergie et symboliquement ce qui pouvait rappeler la sclérose en plaques dans le combat des marins contre les éléments, comme le patient qui se lève le matin et qui ne sait pas de quelle météo il va disposer et qui va se battre toute la journée, ou en tous les cas qui va se battre fort pour rester dans la course. Et nous avons trouvé une très belle synergie et Thibault et Victorien nous ont vraiment très bien renvoyé l'image que nous souhaitions porter à travers la Transat Jacques Vabre par leurs différents témoignages, notamment sur Facebook, et les nombreux patients qui ont suivi Victorien et Thibault se sont souvent identifiés à eux. Voilà, et des patients aussi que vous emmenez vous aussi parfois en mer, Victorien et Thibault. On va y revenir avec vous dans un instant, puisqu'il y a l'idée de se surpasser aussi dans le fait de naviguer et le fait d'être atteint de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, on en parle avec vous aujourd'hui. Vous pouvez composer le 3210, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook, vous pouvez également aller sur notre blog sur rtl.fr ou encore Twitter. Bon bref, normalement vous devriez pouvoir nous joindre. On vous attend, nous sommes en direct sur RTL, à tout de suite. Vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Voilà, aujourd'hui avec nos invités, nous parlons de la sclérose en plaques. Je vous invite à composer le 3210 si vous souhaitez nous poser des questions, puisque nos invités sont là pour y répondre. Le professeur Thibault Moreau est là, il est neurologue au CHU de Dijon, il est président du comité médico-scientifique de l'Arcep. Le vice-président de cette fondation est là, Bernard Gentric, et les skippers Victorien Hérussard et Thibault Vauchel-Camus ont accepté de quitter la mer pour venir rue Bayard, mettre les pieds sur le plancher des vaches dans ce studio pour nous raconter justement leur projet pour défendre la recherche contre la sclérose en plaques. On va revenir sur la maladie proprement parlée, si vous le voulez bien, docteur Thibault Moreau. Donc on le disait, c'est une maladie chronique évolutive, mais en même temps, on peut pas véritablement prévoir l'évolution. C'est au cas par cas. C'est une des particularités de cette maladie, c'est qu'en début de maladie, on est tout à fait incapable de dire ce qui va se passer 15 ans après. Alors ça pose de gros soucis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des traitements parfois lourds, contraignants, voire même parfois risqués, et donc d'introduire très tôt un traitement alors que l'évolution va être favorable, c'est un enjeu très important. Alors c'est pourquoi donc on essaie depuis Charcot pratiquement d'essayer de trouver des facteurs prédictifs qui nous donneront un petit peu l'évolution future afin de choisir la meilleure stratégie de traitement. Alors quels sont-ils ces facteurs ?
Alors, on a quelques éléments. On sait que, par exemple, les scléroses en plaques chez l'homme, c'est moins fréquent, hein, il y a 3 femmes pour un homme atteints de sclérose en plaques, a probablement une forme un peu plus sévère. On a des éléments aussi quand il y a beaucoup de poussées, c'est-à-dire d'à-coups inflammatoires en début de maladie. On a tendance à avoir une évolution qui sera un peu plus rapide. Et les formes plus progressives, où les symptômes s'ajoutent au fur et à mesure des mois, génèrent donc en général des formes plus sévères. On va revenir sur 2 choses que vous venez de dire. 3 femmes pour un homme. Est-ce qu'on sait pourquoi les femmes sont plus atteintes de la sclérose en plaques que les hommes? Ah non, ça c'est un des grands mystères, c'est tout à fait extraordinaire. Et ce qu'on observe au cours de ces 50 dernières années, c'est qu'avant on avait 2 femmes pour un homme il y a 50 ans, et aujourd'hui on a 3 femmes pour un homme, et c'est dans tous les pays du monde. Sauf en Suède et en Tasmanie. Enfin, Tasmanie, c'est le sud de l'Australie. Mais c'est quelque chose de tout à fait fascinant. Et en termes de recherche, c'est extraordinaire parce qu'on se dit qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans pour qu'on ait une augmentation donc du nombre de cette proportion de femmes par rapport aux hommes. Et donc, ça recherche, donc on recherche plusieurs facteurs. Il y a des pistes, par exemple le tabagisme. On dit que cette augmentation donc chez les femmes, donc c'est assez concordant avec l'augmentation du tabagisme féminin. Parlons des causes, s'il vous plaît. Donc, le tabagisme, vous venez de le mettre en avant. On parle du stress aussi, qui serait... Ouais. Alors, les causes de la sclérose en plaques, c'est un ensemble de facteurs. S'ils sont bien mis ensemble, font que la maladie peut se déclencher. Le tabac, c'est un cofacteur. C'est simplement une petite variable. Tout ce qui est donc le stress, on n'a aucune preuve. Donc, ça influe dans le déclenchement de la maladie. Par contre, on a quelques éléments, en particulier un terrain génétique particulier, donc pas comme une maladie familiale, mais avec certains gènes. On sait qu'il y a peut-être aussi le rôle de certains virus, en particulier l'Epstein-Barr virus qui peut intervenir. C'est celui de la mononucléose infectieuse, c'est le virus de la maladie des amoureux, des adolescents. Et puis donc on a des facteurs d'environnement. On sait par exemple que la sclérose en plaques est fréquente dans l'hémisphère nord et surtout dans la partie nord de l'hémisphère nord et très peu dans l'hémisphère sud. Par exemple, il n'y a pas de sclérose en plaques en Afrique noire. Et donc on sait qu'il y a des facteurs d'environnement qui interviennent, mais on n'a pas encore tout à fait les bonnes pistes. L'ensoleillement, c'est-à-dire que plus l'ensoleillement est élevé, plus la vitamine D est haute, et peut-être que c'est un facteur protecteur. Alors, ce qui est incroyable, en fait, et là je m'adresse aussi à vous, Bernard Gentric, puisque vous êtes vice-président de l'ARCEP, c'est quand on écoute le docteur Thibaut Moreau, c'est que on pense que, on imagine que, on sent bien que, mais pour l'instant on n'a pas toutes les réponses, d'où l'intérêt de soutenir l'ARCEP et la recherche contre la sclérose en plaques. Oui, absolument, le docteur Thibaut Moreau vient de vous le dire. La recherche sur la sclérose en plaques a énormément progressé dans les 20 dernières années. Il faut quand même savoir, et je pense que le professeur Thibaut Moreau ne me contredira pas, que les premiers traitements spécifiques de la sclérose en plaques, c'est le début des années 90. Donc c'est relativement récent. Ce qui explique d'ailleurs, et c'est important de le dire aux patients, et notamment à ceux qui viennent d'être diagnostiqués, avec le choc du diagnostic, ce qui explique que beaucoup de patients qui ont été diagnostiqués avant les débuts des années 90, la maladie a progressé plus vite chez eux et que c'est chez ces gens-là qu'on trouve effectivement beaucoup plus de handicaps avancés, alors qu'effectivement aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a quelques années, la représentation de la maladie qui paraissait être inéluctablement le fauteuil n'est plus juste aujourd'hui, parce que la maladie a permis de ralentir l'évolution et de permettre aux patients d'avoir une vie pendant au moins toutes les premières années de la maladie, une vie tout à fait normale. Et il faut surtout que ces patients aient une vie normale et s'engagent à avoir une vie normale. Alors, on reviendra sur la vie quotidienne et puis vous nous parlerez de votre propre expérience, Bernard Gentric, également. Et puis, vous, Victorien et Thibaut, le fait que vous ayez navigué avec des personnes atteintes de sclérose en plaques. Mais auparavant, je voudrais qu'on vienne sur l'idée de la poussée, s'il vous plaît. Docteur Thibaut Moreau, c'est quoi une poussée? Alors, la poussée, donc, c'est quand vous avez pour le coup une inflammation du système nerveux central, c'est-à-dire que vous allez avoir donc d'installation sur à peu près 24 ou 48 heures, donc des symptômes qui s'installent assez brutalement, on va dire, par exemple une baisse de l'acuité visuelle. Ça commence le matin par un voile et puis le lendemain on peut pratiquement plus rien voir de l'œil. Ça peut être donc encore une fois des fourmillements, ça peut être donc une faiblesse de la main. Ça dure en général à peu près 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. On aide parfois cette récupération en faisant des perfusions de corticoïdes et la plupart du temps donc ça récupère spontanément. Ce qui montre encore une fois que le cerveau est capable de se réparer, ce qui est quand même tout à fait fascinant. Mais alors donc c'est une crise, une poussée? Oui, c'est une crise, en sachant que je vous dis ça s'installe progressivement. D'accord. Et donc on Mais peut ça a dire une fin. Ouais. Et en sachant qu'en général, donc la fréquence des poussées, c'est une poussée tous les 2 ans en moyenne. En sachant qu'il y a des malades malheureusement qui en font plus fréquemment et d'autres plus tard, plus avec des délais plus longs. Bernard, la poussée dans la vie d'une personne. La poussée, lorsqu'elle est spectaculaire, ce qui arrive.
permet notamment au moment où le diagnostic n'est pas encore posé, de le valider. Alors que on peut constater chez des patients qui, d'ailleurs, après avoir été diagnostiqués, se remémorent un certain nombre d'épisodes qu'ils n'avaient pas identifiés comme étant des poussées parce que des dysfonctionnements de basse intensité et qui n'avaient pas été formellement reliés à une potentielle sclérose en plaques. Donc c'est effectivement, lorsqu'une poussée un peu spectaculaire, le professeur Thibaut Moreau soulignait à l'instant les atteintes visuelles, donc celles-là sont effectivement spectaculaires, où ça peut être un déclenchement de paralysie partielle ou très avancée d'une partie des membres inférieurs. Et donc à ce moment-là, effectivement, la question se pose beaucoup plus facilement que lorsqu'on a des poussées de basse intensité qui ne permettent pas de dire que effectivement c'est la sclérose en plaques qui est en cause. Voilà, alors le diagnostic justement, il faut attendre une poussée pour même légère pour faire un diagnostic, docteur Moreau ? Oui, donc en fait c'est en général donc ça le signe d'appel, c'est le généraliste, et on parlait tout à l'heure des difficultés, par exemple des fourmillements, c'est à peu près un quart des manifestations de sclérose en plaques, et donc parfois ça passe inaperçu, d'autant plus que ça récupère spontanément. Et donc sitôt le généraliste alerté, on réalise en général maintenant une IRM, c'est-à-dire donc une espèce de photo du cerveau qui nous permet de visualiser à ce moment-là les zones inflammatoires, en sachant que l'IRM est beaucoup plus sensible que les symptômes qu'on peut présenter. En pratique, on peut dire qu'il y a à peu près donc 9 images visualisées en IRM pour un symptôme. Ce qui veut dire que donc vous avez un petit symptôme qui récupère au bout de 15 jours, 3 semaines, et vous faites une IRM, vous voyez déjà donc des zones d'inflammation, même si le malade a complètement récupéré. Et c'est à ce moment-là donc où on fait donc toute une stratégie donc diagnostique avec d'autres éléments d'examen complémentaires souvent, et après on propose éventuellement une stratégie de traitement. À quel âge avez-vous été diagnostiqué, Bernard Gentric ? Alors moi j'ai été diagnostiqué 42, 43 ans, mais rétrospectivement, comme beaucoup de patients d'ailleurs, j'ai pu identifier comme étant des poussées des symptômes qui étaient apparus bien avant, dès l'âge de 25 ans pour nombre d'entre eux. Et comme le disait à l'instant le professeur Thibaut Moreau, comme ça s'exprime sous plusieurs formes différentes, ça a été des fourmillements, ça a été des troubles passagers de l'équilibre ou de la motricité, des troubles visuels. Mais lorsqu'ils ne sont pas effectivement d'une intensité suffisante, on ne le rattache pas forcément à une éventuelle sclérose en plaques. Donc qu'est-ce que vous conseillez de faire dans ces cas-là ? Il faut aller... Parce que ce qu'on entend, c'est qu'il faut s'alerter peut-être plus rapidement qu'on ne le fait. Oui, mais il faut pas s'affoler non plus. C'est-à-dire, je crois qu'il faut aller voir son docteur généraliste, en discuter. On essaie de donner des bons cours à la faculté pour qu'il repère bien les symptômes. Et puis après, donc, il y a toute une démarche auprès du neurologue en général. Et puis avec cette IRM. Mais bon, il faut pas non plus d'affolement. Non, on n'est pas là pour affoler, on est là pour informer. Et puis pour justement sensibiliser à cette maladie et puis motiver la recherche. Si vous le voulez bien, on se retrouve dans un instant. Je pense que Victorien et Russard veulent prendre la barre. Donc, dans un instant, vous aurez le micro, Victorien. À tout de suite. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Dans un instant, nous allons parler avec Gaspard qui nous appelle de Nancy. Gaspard qui joue de la musique, qui joue de la flûte alors qu'il a subi une sclérose en plaques extrêmement agressive. Il nous expliquera justement et partagera avec nous son traitement qui lui a fait tant de bien. Victorien et Russard, Thibaut Vauchel, quand vous prenez la mer, vous ne prenez pas la mer que tous les deux pour défendre les causes de la recherche de la sclérose en plaques, mais vous emmenez aussi parfois certaines personnes qui sont atteintes de cette maladie. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette expérience et qu'est-ce qu'ils vous apprennent ? Thibaut. Alors l'expérience déjà, c'est qu'elle vient de l'idée que ce bateau-là, sur lequel on navigue, c'est un bateau à partager. On n'est pas juste là pour naviguer et mettre en avant le message qu'on veut porter, c'est le partager, bon, bien sûr avec nos partenaires, mais aussi et surtout avec les personnes atteintes de sclérose en plaques. Et ce qu'ils nous apprennent, c'est la combativité de façon générale, parce qu'il leur tombe sur le coin du nez quelque chose de dur, tragique parfois, mais il faut faire avec, il faut aller de l'avant. C'est un petit peu ce que nous, on vit en mer avec nos aléas de météo, d'avaries, mais sauf que nous, la parenthèse, c'est qu'on fait le choix de s'exposer à ces risques-là, alors que les malades, eux, ils prennent ça sur le coin du nez, comme je disais, et il faut faire avec. Et c'est cette combativité, pour nous, qui est force de leçon. Ouais. Victorien ? Et alors le défi voile solidaire en peloton, c'est un projet sportif, mais c'est aussi un projet sociétal. Donc on a pour vocation d'emmener un maximum de personnes atteintes de sclérose en plaques en mer.
Et donc, on a eu la chance d'embarquer du coup plusieurs personnes. On aimerait en faire un maximum, mais on est limité par le temps. Et toutes ces personnes qui ont embarqué ont vraiment, pensaient qu'ils ne pouvaient plus pratiquer la voile, surtout là sur un bateau de course. Et donc, on les a accompagnés à bord. On les maintenait un petit peu sur le bateau, on les aidait, on leur donnait la barre. Et puis après, ça a été une sensation fantastique pour eux de redécouvrir les joies de la voile et voilà. Et c'est des personnes à qui ça fait énormément de bien quand elles ont débarqué du bateau, quoi. C'était souvent des larmes et du coup, Thibaut et moi, on est de plus en plus impliqués par ce projet. Ne pas perdre espoir, se surpasser, Bernard Gentric, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit et qui caractérise peut-être aussi ceux qui sont atteints de sclérose en plaques. Il y a quelques années, on vous dit que vous ne pourriez plus marcher. Oui, alors il faut savoir que l'immense majorité des patients qui sont touchés par une sclérose en plaques se battent quotidiennement. Ce que disait à l'instant Victorien Russard est très symbolique. C'est pour ça que nous avons créé cette marque sportive solidaire en peloton, pour dire aux patients, bien sûr, quand le diagnostic tombe, c'est un moment très difficile, avec la représentation que porte à tort encore la maladie qui est le fauteuil inéluctable. On en a parlé à l'instant. Les traitements permettent de ralentir l'évolution de la maladie et l'image du fauteuil est aujourd'hui à sortir de la représentation. Et le fait de pouvoir se battre contre la maladie, ça permet, notamment à travers l'activité physique, mais à travers des activités comme la voile, ça permet d'une part de retrouver fierté et confiance dans son corps, c'est très important. C'est un vecteur de lien social, c'est aussi très important parce que dans la maladie, légitimement, et notamment au moment du diagnostic, il y a un repli sur soi, il y a parfois un déni de la maladie. Et là, d'ailleurs, il faut souligner le rôle de l'entourage parce que cette maladie, elle est aussi assez compliquée à porter par l'entourage. Entre l'équilibre entre la surprotection et puis la stimulation est pas évident à trouver. Et donc, Solidaire en peloton, on l'a créé pour ça, d'ailleurs. C'est en fait de s'appuyer sur les valeurs fédératrices du sport pour dire à ceux qui ont encore toute leur énergie de la partager un peu au profit de ceux qui en ont moins. Et c'est aussi d'inviter les patients à avoir une activité physique pour ceux qui n'en avaient pas et à la reprendre pour ceux qui en avaient en leur disant voilà, venez dans notre peloton solidaire, la solidarité vous portera et vous atteindrez votre Everest, peu importe lequel. Ça peut être le bout du couloir dans l'appartement, le bout du trottoir à l'extérieur, mais l'important c'est d'avoir un objectif et de savoir qu'on peut presque vivre normalement avec la maladie. Autrement, mais normalement. Juste avant de vous donner la parole, Thibaut, je parlais de vous, Bernard Gentric, vous parlez des autres évidemment, mais quand vous, on vous a annoncé que vous n'alliez peut-être plus remarcher, vous avez décidé de vous remettre à courir. Oui, c'était un défi, c'était au début une sorte de boutade et finalement je me suis aperçu alors que j'étais quand même à ce moment-là sévèrement atteint puisque c'était la conséquence d'une succession de poussées qui avait amené des paralysies partielles ou totales des membres inférieurs. Et je me suis aperçu que une fois passé effectivement l'intensité de la poussée, on pouvait reprendre une activité physique sous contrôle médical, tranquillement, sans souci de la performance, mais avec le souci de se faire du bien. Thibaut. Oui, donc il y a une chose aussi qui est tout à fait frappante sur le plan scientifique, c'est que probablement que la sclérose en plaques, c'est la seule maladie chronique du sujet jeune où il n'y a aucune précaution à prendre dans la vie quotidienne. Et ça, c'est un point très très important parce que ça donne un vrai état d'esprit. On n'a jamais prouvé que le fait de voyager, d'avoir des loisirs, de travailler, de se vacciner, de faire l'amour, de faire des bébés, était quelque chose de délétère pour l'évolution de la maladie. Et ça, c'est fondamental de le donner comme information au début de maladie pour des gens qui sont en pleine période de projet d'existence, pour que justement ils mènent à bien leur projet. Et donc ça, on se bat quotidiennement. Alors il y a le côté très scientifique où on regarde les IRM, on donne les traitements adaptés, mais parallèlement il faut les accompagner pour justement mettre donc les projets donc en perspective et que les gens arrivent à mener une vie la plus normale possible, même si malheureusement parfois elle est un peu adaptée. Et d'ailleurs on va en parler dans un instant avec Gaspard. Gaspard, bonjour. Bonjour. Alors, je suis persuadée que vous êtes entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par le professeur Thibaut Moreau et par Bernard Gentric. Et je vous invite à rester en ligne et puis on va recueillir votre témoignage dans un instant puisque aujourd'hui vous jouez à nouveau de la flûte à l'Opéra de Nancy. Alors que il y a quelques années on vous avait prédit le contraire. Vous restez en ligne, Gaspard ? Bien sûr. Ok, à tout de suite, merci. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour Gaspard. Bonjour.
Merci beaucoup Gaspard d'avoir composé le 3210 et de nous éclairer de votre expérience. Vous avez été diagnostiqué en 2010. Vous avez appris que vous aviez une sclérose en plaques extrêmement agressive qui vous a véritablement handicapé. Et à ce moment-là, on vous a dit que vous ne pourriez plus jamais jouer de la flûte alors que vous étiez flûte solo de l'Opéra de Nancy. Oui, voilà, ça a été très dur parce que ça voulait dire que j'arrêtais mon travail qui est aussi ma passion, donc tout ça s'est arrêté. Et puis je me suis trouvé, je ne pouvais plus jouer, je ne pouvais plus marcher, j'avais perdu l'usage du bras et de la main gauche, et il y avait plein d'autres petits symptômes. Donc c'était une première poussée très forte, suivie très rapidement par d'autres poussées, malgré un traitement qu'on a mis en place assez rapidement. Quel âge aviez-vous, Gaspard, quand on vous a diagnostiqué votre sclérose en plaques ? Alors c'était en 2010, donc 38 ans. 38 ans, ok. Je vais me tourner vers Thibaut Moreau. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont atteints de la sclérose en plaques. Le diagnostic se fait plutôt à l'âge adulte. Comment ça se passe ? Oui, habituellement, donc 2/3 des malades commencent leur maladie entre 20 et 35 ans. Mais c'est vrai qu'on a des zones un peu frontières, en ce sens qu'on sait maintenant à peu près qu'il y a 3% donc des scléroses en plaques qui commencent à l'âge pédiatrique, donc des enfants avant l'âge de 16 ans. Et puis on a aussi des formes plus sévères, donc en général après 40 ans, donc dans environ 15% des cas, où on a à ce moment-là donc des formes plus, pour le coup, plus progressives et souvent de traitements beaucoup plus difficiles. D'accord. Gaspard, vous avez été anéanti par cette sclérose en plaques et ses poussées au début extrêmement violentes. Donc vous ne pouviez plus vivre, et puis de votre passion aussi, ce qui est extrêmement important. J'imagine que dans ces moments-là, garder et l'énergie et le moral, c'est quelque chose de difficile. Oui, c'est très difficile, mais justement, comme vous l'avez bien dit, comme je me suis trouvé anéanti physiquement, il y a quelque chose qui naturellement s'est passé. Donc j'ai été très chanceux, c'est que j'ai été, disons, réveillé moralement ou spirituellement, je ne sais pas comment on dit ça, mais j'ai été frappé par le fait que la vie est finalement très très belle. Je ne pouvais plus utiliser mon corps, mais je me suis retourné avec force vers ma famille, vers les amis, vers l'amitié et l'amour, en gros. Oui, ce qui est extrêmement important, Bernard Gentric, la valeur de l'entourage et se recentrer sur des choses essentielles pour lesquelles on va se battre. Oui, absolument. Les enseignements qu'on peut tirer de ce témoignage, qui sont assez généraux et qui sont les enseignements que tirent les patients, c'est le premier, c'est qu'il faut prendre cette maladie, si difficile soit-elle, comme une forme de renaissance, savoir que c'est pas la fin de quelque chose, de toute chose, c'est la fin d'une vie, et c'est une nouvelle vie qui commence. Et la deuxième, effectivement, c'est que l'entourage est extrêmement important, notamment au moment du diagnostic, parce que c'est quand même la période la plus difficile. Et enfin, je voudrais dire que avoir de la volonté, c'est vrai, c'est bien. Se battre, c'est bien. Mais néanmoins, nous ne sommes pas égaux devant la maladie. Nous avons plus ou moins de chance pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la maladie nous frappe tous différemment. Oui. Il y a des formes plus agressives de la maladie qui ne permettent pas aux patients, en tous les cas difficilement, de continuer à avoir des activités. Nous ne sommes pas égaux parce que nous n'avons pas tous la même personnalité, nous n'avons pas tous le même parcours de vie, et nous n'avons pas tous le même entourage. Donc, moi, j'aborde ce sujet du combat contre la maladie avec beaucoup d'humilité. Et je pense qu'il faut au passage saluer tous les patients qui quotidiennement, dont certains sont très sévèrement atteints, quotidiennement se battent, affrontent la maladie et essayent effectivement, comme on le disait tout à l'heure avec Victorien et Thibaut, et essayent de rester dans la course. Alors Gaspard, pour revenir à votre histoire à vous, vous ne pouvez plus vous servir de vos bras, de votre bras gauche qui vous permet de jouer de la flûte. Et vous avez décidé donc, comme vous le disiez, de vous tourner vers des personnes qui pourraient vous apporter non seulement de la chaleur, évidemment, dont on a toujours besoin quand on est mal, mais également des soins. Vous avez rencontré un neurologue, vous avez changé de mode de vie, et aujourd'hui, où en êtes-vous avec cette maladie ? Alors, c'est assez étonnant parce que j'ai justement de l'entourage est venu. J'ai eu connaissance de l'existence d'un régime alimentaire mis en place par un neurologue américain qui s'appelle Roy Swank, dont on ne parle pas beaucoup en France, malheureusement.
Donc c'est un neurologue américain qui a fait une étude, qui a suivi 150 patients pendant 34 ans. Qui ont appliqué, ces patients-là, ils ont appliqué son régime alimentaire et il a eu d'excellents résultats. Bien sûr, il y a plusieurs régimes alimentaires proposés dans le cas d'une CEP. Mais vous n'avez pas qu'un régime alimentaire. J'imagine que vous avez aussi des médicaments, parce que moi je reçois énormément de messages justement sur des prises de médicaments qui quand même ont changé les choses. Oui, bien sûr. Alors, on avait mis, avec le neurologue, on avait mis en place le traitement qui s'appelle Rebif. C'est 3 injections par semaine. Alors, le résultat n'a pas été épatant et en plus, les effets secondaires se font sentir très fort chez moi. Donc, j'ai continué tout de même. Avec son traitement, mais parallèlement, d'ailleurs, c'est pas incompatible. Parallèlement, j'ai changé mon mode de vie. Vous avez changé votre alimentation, vitamine D3. Changé mon alimentation. Comment ? La vitamine D. La vitamine D, voilà, j'ai surveillé mon niveau de vitamine D. J'ai augmenté mon apport en oméga 3, acides gras oméga 3, et je m'applique pour la réduction de stress dans ma vie, ce qui est, je trouve, assez important. Donc, j'utilise la méditation, mais c'est pas le seul moyen de réduire le stress, mais c'est important. Et du coup, je me suis senti j'ai eu assez de confiance pour arrêter le traitement qui m'avait donné le neurologue. Et ça fait un peu plus d'1 an que j'ai arrêté. Et aujourd'hui, alors vous en êtes où ? Pardonnez-moi, je vais un petit peu plus vite que vous, Gaspard, parce qu'on est en direct et on a peu de temps. Mais aujourd'hui... Bien sûr. Alors aujourd'hui, ça en est où ? C'est le dernier IRM, donc les images. Le neurologue, le même qui m'avait dit que la maladie était très agressive, il m'a dit c'est spectaculaire parce qu'avec les images qu'on a aujourd'hui, on ne pourrait pas diagnostiquer une CEP. Alors, Thibaut Moreau, ça se produit ça aussi, cette maladie qui non pas s'envole, mais en tout cas qui à un moment donné sommeille. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est une maladie qui est très capricieuse. C'est vrai qu'il peut y avoir des à-coups inflammatoires avec une fréquence de poussée importante et parfois des poussées très agressives, comme semble avoir eu Gaspard. Et puis après, on peut avoir une bonne période d'accalmie, en sachant qu'on reste très vigilant, parce que parfois, donc, il n'est pas dit que la maladie peut aussi donc couver, et donc d'où le fait d'une surveillance régulière cliniquement et en IRM. Voilà, donc dans votre vie, Gaspard, effectivement, aujourd'hui, vous profitez de pouvoir reprendre, vous remarcher, vous rejouer à l'Opéra de Nancy, mais vous avez toujours ça en tête. Oui. D'accord, ok. Donc oui. On ne guérit pas, on apaise, on avance, on s'adapte, on évolue, Thibaut Moreau. On a fait drôlement de progrès, parce que la sclérose en plaques aujourd'hui, par rapport à il y a 15 ans, c'est complètement différent. Mais l'histoire est formidable quand même là. Ouais, l'histoire est formidable, mais donc encore une fois, il faut bien rester vigilant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé donc à passer justement des caps très agressifs comme ça, de façon très spectaculaire, ce qu'on n'arrivait pas à faire il y a 10 ans avec les médicaments qu'on a aujourd'hui. Mais n'empêche que donc on a encore du travail pour gagner. D'où l'intérêt de la recherche. Tout à fait. Voilà, et on est là pour la soutenir, cette recherche. Gaspard, je vous remercie pour votre appel. On vous souhaite évidemment le meilleur. Merci plein de beaucoup. notes de musique et puis merci et plein de bonnes choses à vous pour l'avenir. Merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Vous écoutez RTL. RTL, toujours avec vous. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bernard Gentric, à juste titre, il y a un instant, vous m'expliquez que la sclérose en plaques est également appelée la sournoise. Beaucoup de patients l'appellent la sournoise parce qu'effectivement les patients sont dans l'incertitude au moment du diagnostic parce qu'ils ne savent pas effectivement comment elle va évoluer, on en a parlé à l'instant, mais incertitude également au quotidien parce qu'on ne sait pas comment les journées vont se dérouler en fonction de la fatigue qui est un des symptômes évidents de la maladie, en fonction des dysfonctionnements liés à la motricité et puis les interrogations que se posent tous les patients. On a dit tout à l'heure que cette maladie touche majoritairement des jeunes adultes et que parmi ces jeunes adultes, la majorité sont des femmes. Vous imaginez bien que lorsqu'on est en plein projet de vie personnelle et professionnelle, entre 25 et 30 ans, entre 20 et 30 ans, et que on vous annonce ce diagnostic, effectivement, il y a comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec les incertitudes que cela comporte. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, certains patients l'appellent la sournoise. Il faut néanmoins savoir, comme on l'a rappelé à l'instant,
que la recherche avance, qu'on peut vivre quasiment normalement avec la maladie, sauf dans des cas de forme sévère de la maladie, et qu'on peut, comme le disait à l'instant votre auditeur, on peut être très heureux avec une sclérose en plaques. Alors, Thibaut Moreau, on va revenir sur les traitements, s'il vous plaît, assez rapidement évidemment. On fait du sur-mesure à chaque fois. C'est ça ? Exactement. Donc, on fait du sur-mesure à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a la forme à pousser initialement. Donc, on a des traitements qu'on appelle l'interféron bêta ou la Copaxone qu'on donne dans un premier temps. Lorsqu'on a des formes vraiment très agressives ou lorsque ce traitement de première ligne n'est pas suffisant, on passe à des traitements plus puissants, immunosuppresseurs, qui donc sont plus violents, si je puis dire, comme action anti-inflammatoire, avec des surveillances très précises et avec également donc de quelques risques dont on doit absolument donc calculer donc au moment où on introduit le traitement. Lesquels ? Il y a donc comme c'est des traitements immunosuppresseurs, on peut avoir des risques infectieux, il peut y avoir des risques carcinologiques, cancéreux éventuellement, d'où le fait d'une surveillance extrêmement précise avec ces médicaments. Et puis il y a toutes les nouvelles molécules qui arrivent, prévues pour probablement début d'année 2015, où on va avoir des médicaments plus faciles de prise. Et puis avec en particulier un traitement aussi dont on attend beaucoup, dans les formes particulièrement sévères pour essayer de bloquer cette inflammation explosive. Où en est la recherche en fait aujourd'hui, Thibaut Moreau ? Alors, c'est sûr que la sclérose en plaques, c'est la maladie neurologique la plus en avance en termes de recherche, en sens que probablement certaines connaissances qu'on a sur la sclérose en plaques pourra être donc extrapolées pour d'autres maladies neurologiques, d'où l'enthousiasme qu'on a pour la recherche. Alors, tout est dans la recherche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi est-ce que le cerveau ou la moelle est attaquée, donc on regarde chacune des étapes de l'attaque, et on essaie de trouver un agent directement contre cette étape, donc on met des anticorps contre une protéine, par exemple, ou certaines molécules qui vont attaquer les cellules qui s'emballent. Et puis donc il y a une autre approche qui est un peu plus lointaine, mais pas très loin, où on essaie de réparer ce qui est lésé. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on s'est aperçu que le cerveau, quand il est lésé, après donc il a la capacité de se réparer. C'est-à-dire que vous avez des symptômes, puis après vous apercevez que la vue revient ou les troubles moteurs peuvent s'atténuer. Et donc toute cette approche, c'est de dire plutôt que de regarder pourquoi le cerveau s'abîme, pourquoi il se répare ? Quels sont les facteurs donc qui vont générer donc cette réparation ? Alors on a plein d'approches, certaines molécules donc qui vont limiter la démyélinisation, voire donc l'approche type cellule souche. On peut dire à peu près que vous avez 3 à 5% des cellules du système nerveux central qui sont au stade encore très peu différencié, c'est-à-dire presque au stade fœtal, et qui ont la capacité de se réveiller, si je puis dire, d'aller dans la zone qui est lésée du cerveau ou de la moelle, et d'aller essayer de réparer ou d'atténuer l'inflammation dans les zones lésées. Et en termes d'approche, c'est passionnant de se dire, on va utiliser les propres mécanismes endogènes, propres à l'individu, donc qu'il a donc pour réparer un petit peu les zones lésées, et de les stimuler, de les réveiller pour aller réparer lui-même les zones lésées. On a des objectifs précis dans les années qui viennent ? Oui, ce qu'on aimerait déjà, c'est donc limiter complètement la fréquence des poussées. On y arrive maintenant. Et puis aussi, donc il y a toute cette approche de la phase plus dégénérative, c'est-à-dire la phase où il y a une souffrance du neurone, et en particulier dans les formes sévères de la maladie, qui sont les formes progressives, de trouver exactement les mécanismes qui bloquent ces mécanismes de souffrance de l'axone du neurone, et puis bien sûr de bloquer la démyélinisation. Alors, oui, allez-y. Non, c'était juste Bernard. pour dire que ce qui est important, c'est que toutes ces avancées, toutes ces recherches vont apporter un meilleur confort de vie aux patients qui n'aura aucun rapport avec ce qu'ils vivent aujourd'hui. Alors, il faut soutenir la recherche. Donc, dans ces cas-là, il faut aller sur la page Facebook de l'ARCEP ou alors vous tapez arcep.org et vous aurez toutes les informations, évidemment. Et ça pourra avancer aussi grâce à vous, car il faut y participer, être solidaire. Alors, à propos de solidarité, solidaire en peloton, quels sont justement vos objectifs à vous, Victorien Russard et Thibaut Vauchel-Camus ? Est-ce que vous allez reprendre la mer ? Comment allez-vous la reprendre ? Est-ce qu'il faut vous soutenir encore et encore ? Parce que moi, je serai toujours là, si vous voulez. Alors, on souhaite pérenniser ce projet. Donc là, on part sur un nouveau programme de 3 ans. Donc là, on vient d'annoncer la bonne nouvelle, c'est qu'on va construire un bateau, un nouveau classe 40 qui va nous permettre, j'espère, d'accrocher de nombreuses victoires. Donc, un de nos partenaires de 2013 a décidé de nous soutenir, donc Olivier Toupin d'une société qui s'appelle Concepti, qui fait de l'immobilier d'entreprise. Ouais. Donc nous finance un magnifique bateau. Donc Thibaut va prendre le départ de la route du Rhum donc au mois de novembre. Tout seul, en solitaire, sur le bateau, Thibaut. Ce coup-ci, ouais, tout seul. Donc c'est
pas, faute de vouloir continuer avec Victorien, mais en l'occurrence, la route du Rhum, ce sera en solitaire. Le choix s'est porté sur moi pour diverses raisons, parce que Victorien est quelqu'un de très passionné et très occupé. Ouais. Il y a 8 ans, je l'avais accompagné sur le départ. Je l'ai accueilli à l'arrivée et bon, ce coup-ci, on inverse les rôles. Bon, très bien. On sera là à l'arrivée. Donc ça, c'est l'objectif futur, là, avec ce nouveau bateau. Et donc, on aimerait que tu viennes justement sur le départ de la route du Rhum. J'espère que tu seras la marraine du bateau. Je serai là, je peux venir avec toute l'équipe aussi, parce qu'on vous soutient. Donc, oui, avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Voilà, je serai là. Un petit clin d'œil quand même à toutes les personnes qui nous ont soutenus l'année dernière et qui vont nous soutenir cette année. On a quand même une trentaine d'entreprises qui fonctionnent via le mécénat et qui nous permettent donc d'aller au bout de ce projet, et on a aussi une centaine de bénévoles et particuliers qui nous aident, et notamment ces 2 entreprises qui sont quand même les piliers. Donc je cite Georges Champer qui est le PDG du groupe BNB Hotel et la Banque Palatine. Voilà, tout ça étant du mécénat. Bernard Gentric. Oui, juste je voulais rappeler, outre le fait que ce projet est en parfaite synergie avec ce que vivent les patients au quotidien, et Victorien et Thibault l'ont très bien montré au cours de la Transact Jaguar, mais je voudrais aussi souligner que lorsqu'on a créé la marque sportive Solidaire en Peloton, c'était aussi pour dire que dans cette maladie, comme dans d'autres pathologies lourdes, on ne fait rien seul et qu'on fait les choses beaucoup mieux lorsqu'on est en équipage, lorsqu'on travaille collectivement. Et le projet de Thibault et Victorien nous a tout de suite séduits, parce que c'était aussi l'analogie avec le combat contre la maladie, où il ne se passe rien si le patient n'a pas son entourage, n'a pas le généraliste, n'a pas le neurologue, le kiné, et de la même façon qu'on ne peut rien faire sur un bateau si on n'est pas en équipage soudé et si on n'a pas à terre des gens qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, qui vous routent. Voilà. Et donc c'est pour nous un très très beau projet que bien entendu la Fondation Arcep suit et soutient avec force et vigueur. Allez, on se retrouve si vous le voulez bien dans un instant. Je vous parlerai d'un autre projet de 5 amis d'enfance qui vont aussi faire leur lot d'efforts pour la recherche. À tout de suite. En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Merci pour toutes vos réactions. Un clin d'œil à 5 amis d'enfance qui partiront le 12 juillet prochain pour faire le tour du monde des associations de lutte contre la sclérose en plaques. 15 000 km, 24 pays, 5 continents en 365 jours pour rencontrer des malades, des neurologues et faire connaître justement la sclérose en plaques. Ils se sont fixés un budget de 135 000 euros. Ils viennent cette semaine tout juste grâce aux dons de dépasser les 100 000 euros. Voici leur site internet www.worldtour-ms.com. Voilà, et vous trouverez ces coordonnées sur notre page Facebook. Juste avant qu'on se quitte, Thibault, vous vouliez revenir sur les malades et leur faire un petit signe aussi ? Exactement, donc on enregistre la page Facebook, on a une très belle page qui s'appelle Défi Voile Solidaire en Peloton, et par laquelle on invite les personnes atteintes de sclérose en plaques, proches, soignants et médecins, à venir embarquer avec nous sur le bateau qui sera basé à Saint-Malo cet été. Très bien, merci à vous tous d'être venus, merci de nous avoir éclairé de vos expériences différentes, et on est très heureux de pouvoir participer justement à ce combat et à cette recherche. Thibault Moreau, bon retour. Bernard Gentric, merci, comptez toujours sur nous. Et quant à vous, Victorien Russard et Thibault Vauchel-Camus, on vous suit, évidemment, à travers votre page Facebook, à travers vos différentes actualités. Je serai au départ de la route du Rhum. Ça me fera très plaisir. Beaucoup, voilà. Merci à vous. Je rappelle l'arcep.org et la page Facebook également de l'Arcep, sur laquelle vous trouverez toutes les informations nécessaires si vous voulez également soutenir la recherche et faire des dons. Merci à vous tous d'être venus. Merci. Demain, nous allons partager La Passion féline de Jean Cocteau, d'André Malraux, de Jacques Dutronc. Nous allons parler du chat. Bah oui, c'est complètement différent, parce que le chat ne cesse de nous intriguer, de nous surprendre et de nous apaiser. Alors, qu'ont-ils de si particulier, ces chats ? J'aurai le plaisir de recevoir la vétérinaire comportementaliste Edith Beaumont-Graff, qui répondra à toutes vos questions et qui partagera votre passion si vous souhaitez nous la raconter. Si vous appelez le 3210. À demain, à 15h, en direct sur RTL. Tout de suite, voici Philippe Bouvard et les grosses têtes. Je vous embrasse et je vous remercie pour votre fidélité et pour les dons contre la sclérose en plaques. À demain.